Pierre Bourdieu est le sociologue le plus cité de l'histoire. Et pourtant, ses travaux sont frauduleux. Avec environ 410 publications, plus de 103 000 citations et des livres vendus à plus de 100 000 exemplaires dans 26 langues, il est la figure phare de la sociologie. Connu pour ses travaux sur les mécanismes des classes sociales, il a développé le concept de la reproduction sociale. Pour faire simple, c'est le fait que les enfants reproduisent la place sociale de leurs parents. En gros, si on est dans une famille favorisée, on a beaucoup plus de chances de rester favorisé. Et si on est dans une famille défavorisée, on a plus de risques de rester en bas de l'échelle. C'est ce mécanisme qui fait que les inégalités se transmettent de génération en génération. T'es bien renseigné, toi. Sauf que le problème, c'est que ça n'existe pas. Comment ça, mon ref? Enfin, pas vraiment comme il le pensait. Ce qu'il a observé est juste, la reproduction sociale, ça existe. Mais son diagnostic, lui, il est faux. Parce que les causes qu'il avance, la transmission du capital culturel, social ou symbolique, ne sont pas déterminantes dans la place sociale des enfants. On verra même que leur rôle est anecdotique. Ça peut paraître surprenant au premier abord, mais les causes profondes de la reproduction des inégalités ne sont pas celles que l'on croit. Ce que nous transmettent nos parents, c'est surtout leur ADN. Et c'est ça qui change tout. La reproduction des inégalités n'est pas sociale, elle est génétique. Certes, les parents transmettent un ensemble d'habitudes, de codes ou de réseaux, mais ce n'est pas ça qui fera la différence dans l'avenir de leurs enfants. Lorsqu'on étudie les trajectoires de vie des enfants en intégrant le facteur génétique, on se rend compte d'une part que les formes de capitaux qu'a identifié Bourdieu n'ont pas d'impact significatif, et d'autre part que le niveau de preuve qu'il apporte est maigre. Je te demande pardon? Même si Bourdieu est un sociologue qui fait l'unanimité, des chercheurs de domaines connexes, voire d'autres qui étudient dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec son domaine d'expertise, questionnent grandement la validité empirique de ses travaux. On en étudiera deux. Le premier, Charles Murray, auteur de The Bell Curve, qui montre que c'est le capital cognitif qui est, de loin, le plus décisif pour réussir dans la société. Et ensuite, Robert Plomin, qui démontre que la génétique est le facteur le plus déterminant de nos comportements et de nos trajectoires de vie. Mais avant d'aller plus en profondeur dans leurs œuvres, on va revenir en détail sur celle de Pierre Bourdieu. L'intérêt sera de mieux comprendre les mécanismes invisibles qu'il décrit pour expliquer pourquoi les enfants héritent de la position sociale de leurs parents. Pour Bourdieu, la société est structurée par une lutte permanente entre les classes, organisée autour de la reproduction sociale. Et pourquoi c'est important de voir ça? Eh bien, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre la suite. Si on veut saisir pleinement en quoi les travaux de Charles Murray et Robert Plomin changent complètement la donne, il faut d'abord comprendre ce que Bourdieu a voulu mettre en place. Si mon travail vous plaît et que vous voulez me soutenir, pensez à liker, je sais qu'on vous rabâche ça à chaque vidéo, mais celle-ci, j'ai mis ma vie à la faire. Littéralement. Et comme vous le voyez, je commence YouTube et c'est la dèche. Alors un simple like, un simple commentaire, ça soutient la chaîne et ça fera la différence. Mais jeune homme, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire 12 années d'études pour devenir médecin et toucher comme ça la bagatelle en moyenne, bien évidemment c'est une moyenne, de 100 000 balles tous les ans. Sauf qu'ils en sont empêchés. Tout simplement parce que ce sont les enfants de bourgeois qui prennent les places de médecine. Parce qu'en fait, les études de médecine, c'est juste de la reproduction sociale. Et oui, monsieur. J'ai lu Bourdieu, monsieur. Tout commence dans les années 60-70. C'est à ce moment que Pierre Bourdieu impose dans la sociologie française son idée phare, la reproduction sociale. Une idée qui va très vite dépasser le cadre académique pour devenir une évidence dans le débat public. Relayée dans les médias, enseignée à l'université, elle est carrément reprise dans le langage courant. Pour l'anecdote, je me souviens encore qu'on m'enseignait ces travaux en cours de SES en première et en terminale. On découvrait ses concepts, ses schémas, et la reproduction sociale faisait partie du programme officiel. C'était présenté comme une explication centrale des inégalités. Pour la définir facilement, on peut dire qu'elle désigne le processus par lequel les positions sociales, notamment la classe sociale, le statut économique ou culturel, se transmettent d'une génération à l'autre, maintenant ainsi la structure sociale existante. Et la classe sociale, c'est tout simplement un groupe de personnes qui occupent une place similaire dans la société. On les distingue surtout par leurs revenus, leur patrimoine, leur rapport au travail ou encore leur mode de vie. Bourdieu, lui, élargit un peu la définition avec son idée d'espace social, qui ne dépend pas seulement de l'argent, mais aussi du capital culturel et du capital social. Ainsi, Bourdieu élargit la notion de classe sociale non seulement au capital économique, mais aussi au capital culturel, c'est les diplômes, les dispositions et les goûts, et enfin au capital social, c'est l'ensemble des réseaux et des relations. Bah oui, tu retrouves tes potes. Et tes amis. Du coup, une classe sociale se définit non seulement par la qualité de ses capitaux, mais aussi par la manière dont ils se combinent. Chaque classe se caractérise par un habitus particulier, c'est-à-dire un système de disposition, une façon de penser le monde, qui est façonné par les conditions de vie.
Et la lutte des classes selon Bourdieu est particulière. Elle ne se contente pas de s'affronter sur le plan économique, elle lutte aussi pour imposer leurs propres critères de légitimité. Ce qui est considéré comme du bon goût, ce qui a de la valeur sociale. En clair, ce n'est pas seulement une lutte économique, c'est aussi une lutte symbolique. Et tout ça traverse de façon diffuse par les institutions. Par exemple, la culture des dominants devient la norme, ce qu'on appelle le bon goût. Et forcément, toutes les autres cultures sont dépréciées. Pourtant, il n'y a aucunement besoin d'une violence physique. C'est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique. La domination devient invisible, elle est intériorisée, voire même inconsciente. Et le plus frappant dans tout ça, c'est que cette lutte ne débouche pas forcément sur un renversement de l'ordre établi. Au contraire, elle débouche bien souvent à sa reproduction. Les mécanismes d'exclusion finissent par sembler naturels, et on se dit qu'un enfant qui n'est pas fait pour les études ne va pas les réussir, alors qu'en réalité, il n'a tout simplement pas les codes requis pour y parvenir. Bah ouais, logique. Les classes bourgeoises ont réussi à imposer leur culture comme la culture légitime. C'est elle qu'on enseigne à l'école et qu'on valorise dans les concours. Et une fois qu'un groupe a pris le dessus, il codifie ses manières de faire dans les institutions. C'est là que la domination devient invisible, parce que toutes ces règles sont présentées comme méritocratiques. Résultat, les dominés finissent par intérioriser leur position. Ils n'osent même plus aspirer à autre chose parce qu'ils ont appris à se croire faits pour leur place. Bourdieu insiste sur le rôle de l'État dans la consolidation historique de la reproduction sociale. Pour lui, l'État fonctionne comme un métachamp, c'est lui qui arbitre entre les différents champs et qui consacre les dominations, par exemple à travers les diplômes. Mais l'État n'est pas un arbitre neutre. Au contraire, c'est un acteur central de la domination symbolique. Il joue le rôle de grand centralisateur culturel. En effet, dès le 19e siècle, il impose le français comme langue nationale en éliminant progressivement les langues régionales. Et cette uniformisation n'a rien de neutre. Elle valorise la langue des élites parisiennes et en même temps, elle défavorise les enfants issus de classes populaires ou rurales. Le pouvoir de l'État, ici, c'est d'ériger une langue sociale spécifique en langue légitime. Et pour Bourdieu, le diplôme joue un rôle central comme marqueur de classe sociale. Il le compare à un titre de noblesse scolaire. Pourquoi ? Parce qu'il transforme des dispositions héritées en valeurs reconnues socialement. En apparence, le diplôme donne l'illusion d'un classement objectif. Mais en réalité, il ne fait que valider des inégalités déjà présentes. Le système scolaire est quant à lui ancré dans des normes institutionnelles, mais il présente le diplôme comme une preuve de mérite individuel, qui est une garantie de compétence et une voie d'ascension sociale. Et quand il parle de noblesse scolaire, il fait un parallèle avec l'Ancien Régime. À l'époque, on naissait noble ou roturier, et les titres de noblesse garantissaient une position sociale, indépendamment du mérite. Ces titres étaient transmis par filiation, et aujourd'hui, le diplôme fonctionne de la même manière. Il classe les individus et il ouvre ou ferme l'accès aux positions dominantes, qu'il s'agisse des emplois ou du prestige en société. En plus, le diplôme est un marqueur social. Il donne le droit à la parole dans certains milieux et il rend la hiérarchie acceptable. Parce que chacun pense qu'elle est le fruit d'un effort personnel, d'un concours qui est égal pour tous, alors qu'en réalité, elle entérine des avantages hérités. Malheureusement, Bourdieu ne propose rien pour remplacer le diplôme. Sa démarche est plutôt d'interroger ce que le diplôme consacre vraiment et de rompre avec l'illusion qu'il serait un outil neutre et méritocratique. Il ne propose pas non plus d'abolir les concours, ce qu'il veut, c'est mettre en lumière les biais de sélection qu'il nous cache. En clair, il ne cherche pas à supprimer le système, mais à dévoiler son fonctionnement réel, loin de l'image idéalisée de la méritocratie. Dans cette logique, les concours comme ceux de l'ENA ou de l'ENS consacrent avant tout ceux qui maîtrisent les codes les plus raffinés de la culture dominante. Les familles issues de classes supérieures savent comment investir dans les meilleures stratégies scolaires pour faire en sorte que leurs enfants réussissent le mieux dans la vie. Ils savent inconsciemment que l'État, à travers ces concours, ferme l'accès à certaines fonctions à ceux qui n'ont pas reçu cette préparation implicite. En réalité, cette sélection ne commence pas avec les grandes écoles, elle démarre bien plus tôt. Dès l'école primaire, les enfants qui ne sont pas adaptés aux attentes scolaires sont moins encouragés par les professeurs, et donc ils réussissent moins bien et finissent par décrocher. A l'inverse, ceux qui maîtrisent déjà les codes transmis par leur famille se sentent beaucoup plus à l'aise, ils accumulent les bons résultats et la confiance qui va avec. Du coup, les concours de l'ENA, de l'ENS ou encore de Polytechnique ne font que consacrer ce qui a déjà été mis en place depuis longtemps. Chaque inégalité qu'on observe au sommet ne fait que prolonger celles qui se sont installées dès la base grâce à l'éducation familiale. Mais pour que ce système tienne, il faut d'abord qu'il ait été effacé dans les mémoires. Parce qu'une domination trop visible finit toujours par être contestée. C'est là qu'intervient l'amnésie de la domination.
En gros, c'est l'idée qu'on efface la mémoire historique des luttes, des inégalités et des accumulations de capital qui ont permis à certains groupes d'imposer leur vision comme la norme légitime. Le résultat, c'est que les dominants comme les dominés finissent par oublier cette histoire. Les dominants croient que leur position est méritée et les dominés finissent par penser que leur place est légitime sans qu'ils aient à la contester. Et c'est là le tournant. Quand cette mémoire disparaît, la domination cesse d'être perçue comme domination, elle devient invisible et donc elle est encore plus solide qu'elle ne l'était auparavant. À partir de là, on peut se demander quelle est la proposition de Bourdieu. D'abord, il faut rappeler qu'il n'est ni historien ni philosophe de l'histoire. Il ne cherche pas à dater une origine pure de la domination et il n'est pas non plus nostalgique d'un âge d'or dans lequel la société serait égalitaire. Ce qu'il vise, c'est une généalogie critique du présent pour comprendre comment les rapports sociaux actuels se sont installés au point de paraître naturels. C'est ce qu'il appelle une sociologie généalogique, qui a pour but de retracer l'origine sociale des hiérarchies. Son objectif, c'est de montrer que l'ordre social n'a rien de naturel, qu'il est le résultat d'un empilement de rapports de force historiques. Il fait apparaître les luttes passées afin de rappeler que ce qui semble aujourd'hui aller de soi est en fait le produit d'une histoire sociale. Contrairement à Marx qui imagine une société sans classe, Bourdieu ne cherche pas à proposer un autre système social. Son danger principal, c'est quand les dominés acceptent leur position comme juste et quand les dominants croient à leur propre légitimité, sans que ni les uns ni les autres n'interrogent leur position. Mais c'est quoi faire la généalogie de la domination ? Chez Bourdieu, ce n'est pas raconter l'histoire des dominants, c'est plutôt une démarche de déconstruction. L'idée, c'est de comprendre comment un ordre social inégalitaire s'est formé et surtout comment il s'est installé durablement. Ainsi, on comprend mieux comment il est devenu légitime aux yeux de tous, y compris les dominés. La généalogie, c'est donc révéler l'origine sociale et historique des hiérarchies actuelles pour montrer qu'elles ne vont pas de soi sans proposer une histoire chronologique des dominations. Il se concentre sur les structures en montrant que les formes de domination les plus efficaces sont celles qui deviennent invisibles. En ce sens, il reprend la méthode de Nietzsche dans la généalogie de la morale qui voulait dévoiler l'histoire cachée des valeurs morales. Bourdieu, lui, veut dévoiler l'histoire cachée des formes sociales de la domination. Par exemple, faire la généalogie de l'école, ce n'est pas seulement dire que les enfants des classes populaires échouent plus souvent, c'est aussi montrer que l'école, qui est en apparence neutre et méritocratique, a été historiquement construite pour valoriser les dispositions culturelles des classes supérieures. C'est logique. En clair, faire la généalogie de la domination, c'est restaurer une mémoire effacée. Pour Bourdieu, l'école a surtout une fonction symbolique puisqu'elle transforme des inégalités sociales héritées en inégalités scolaires qui apparaissent comme justes. En d'autres termes, l'école fait croire à tout le monde que les hiérarchies produites par le système éducatif sont naturelles et méritées. En réalité, ces hiérarchies sont étroitement liées aux ressources culturelles transmises par la famille et ce que l'école valorise correspond exactement à ce que les enfants des classes supérieures héritent dès leur enfance. Mais l'école masque cette continuité entre l'origine sociale et la réussite scolaire. Elle se présente comme une institution neutre, fondée sur l'égalité des chances, ce qui est en fait un mensonge social intériorisé. Malheureusement, Bourdieu ne donne jamais de chiffres précis qui pourraient appuyer son propos. Du genre, la culture dominante est corrélée à 0,5 avec la réussite scolaire. On pourrait dire qu'il refuse l'idée de réduire un phénomène aussi complexe à un seul coefficient et qu'il préfère montrer une tendance générale. Celle que plus le capital culturel transmis par la famille est élevé, plus la réussite scolaire est probable, mais sans jamais la quantifier. Le diplôme devient alors un instrument de pouvoir institutionnel et n'est plus seulement un jugement scolaire. Il détermine un statut social, puis un salaire et une place dans la hiérarchie professionnelle en étant un titre symbolique, reconnu et protégé par l'État. Et comme l'école présente ce système comme juste, il devient très difficile de contester l'ordre qu'elle produit. Dans la reproduction, Bourdieu introduit l'idée de pédagogie invisible. C'est un concept central, il désigne le fait que l'école ne rend jamais explicite ses attentes culturelles. Ce qui fait que seuls les enfants qui ont été socialisés au bon code peuvent deviner ce qui est attendu, tandis que les autres, eux, sont pénalisés sans même comprendre pourquoi. Bourdieu montre que l'école n'enseigne pas seulement des savoirs, mais surtout une manière d'être au monde par la connaissance et le langage. Et cette transmission ne se fait ni explicitement, ni équitablement. Contrairement à une pédagogie explicite qui annonce clairement ses règles et ses attentes, la pédagogie invisible présuppose ce qu'elle devrait enseigner pour valoriser certains comportements ou certaines façons de raisonner sans jamais dire qu'elle le fait. Que ce soit pour formuler une problématique, structurer une dissertation en 3 parties ou utiliser un vocabulaire abstrait, tout ça est attendu mais jamais vraiment enseigné. Et quand l'enfant n'y arrive pas, elle finit par culpabiliser en pensant que l'échec vient de lui. Alors qu'en réalité, ce n'est pas lui qui est incompétent, c'est le système qui est biaisé.
De plus, si l'école se présente comme universelle, toutes les filières ne se valent pas. Le système éducatif produit une hiérarchie symbolique interne des parcours. Et cette hiérarchie est dominée par le fait que toutes les filières ne conduisent pas aux mêmes positions sociales. Ce sont les filières générales, surtout littéraires et scientifiques, qui mènent vers les grandes écoles. Les postes de prestige qui sont accaparés par la bourgeoisie intellectuelle. Les filières technologiques, quant à elles, orientent vers des métiers moins valorisés, plus contraints et moins bien payés. Et cette hiérarchisation est fondée sur l'origine sociale des élèves. La culture ne se transmet pas seulement dans la tête, mais aussi dans le corps, qui est le lieu d'incorporation de l'habitus. Il porte en lui des manières de se comporter qui signalent immédiatement l'origine sociale d'un individu. Les enfants des classes moyennes et supérieures sont habitués à ces codes dès l'enfance parce qu'ils évoluent dans des environnements où ces attitudes sont valorisées et répétées. A l'inverse, les enfants des milieux populaires ont souvent un rapport plus spontané, jugé inapproprié et perturbateur par l'école. Il en résulte qu'un élève peut ressentir un sentiment d'illégitimité dans son propre corps, sans vraiment réussir à le dire. Ce sentiment d'être mal ajusté, c'est ce que Bourdieu appelle la souffrance symbolique. L'école devient alors un lieu de reconnaissance pour certains et un lieu d'humiliation symbolique pour d'autres. Les élèves des classes dominantes sont à l'aise parce que leur manière d'être correspond aux attentes implicites, alors que les dominés doivent constamment se corriger. Chez Bourdieu, l'accumulation intergénérationnelle des capitaux est au cœur de la reproduction sociale. Les capitaux ne se transmettent pas seulement par des legs visibles, comme l'argent ou les relations, ils passent aussi par des héritages incorporés qui finissent par sembler naturels. Un enfant de cadre ne reçoit pas seulement des ressources matérielles, il hérite aussi d'une façon adéquate de se comporter en société. En gros, son habitus est déjà adapté aux attentes sociales dominantes. Et ce sont précisément ces compétences qui apparaissent comme naturelles alors qu'elles sont le produit d'une longue transmission familiale. Le capital économique permet d'investir dans des pratiques culturelles légitimes. Le capital culturel aide à comprendre les codes scolaires pour réussir les examens. Le capital social ouvre l'accès aux réseaux influents et aux institutions prestigieuses. Et enfin, le capital symbolique transforme tout cela en un prestige légitime qui est difficilement contestable. Cette accumulation est cumulative, elle passe par l'habitus, qui encode dans le corps des manières d'être qui collent spontanément aux attentes des institutions. Et c'est ça qui rend la reproduction sociale si efficace et en même temps si invisible. Quand une domination s'incorpore jusqu'à devenir une habitude du corps, il n'y a même plus besoin de contraintes. Un élève de milieu populaire n'attend pas qu'on lui dise de ne pas viser une grande école, inconsciemment il sait déjà que ce n'est pas fait pour lui. Et c'est cette autocensure, ce sentiment d'être à sa place, qui rend la domination extrêmement efficace, parce qu'elle est produite par les dominés eux-mêmes. La réussite sociale ne repose pas sur un mérite pur, mais dépend d'un enchaînement d'avantages précoces qui se renforcent mutuellement avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif des avantages initiaux. Dès l'enfance, les enfants issus de classes favorisées baignent dans un environnement riche en ressources grâce à des livres à la maison, un langage plus soigné et un réseau de qualité par exemple. Tout ça produit un habitus favorable à la réussite scolaire et une meilleure anticipation des attentes implicites de l'école. Bourdieu l'exprime clairement dans la distinction. Le capital culturel incorporé des générations antérieures fonctionne comme une sorte d'avance qui permet aux nouveaux venus de commencer dès l'origine, l'acquisition des éléments fondamentaux de la culture légitime et de faire l'économie du travail de déculturation, de redressement et de correction. Cette citation illustre bien l'idée que les enfants des classes favorisées bénéficient d'un temps d'avance incorporé, un avantage silencieux mais redoutablement efficace qui leur permet de commencer l'apprentissage culturel avant même que l'école n'intervienne. Dans Les héritiers et la reproduction, Bourdieu met en évidence le mécanisme de la reproduction sociale à travers une démonstration rigoureuse qui combine des données empiriques et une analyse théorique. C'est précisément par cette mobilisation de chiffres, de tableaux et d'enquêtes sociologiques qu'il apporte des preuves concrètes venant soutenir et valider ses théories. Par exemple, 94% des fils de professeurs obtiennent le baccalauréat contre seulement 1% des fils d'exploitants agricoles sans diplôme. De même, l'accès à l'université concerne 80% des enfants des professions libérales alors qu'il tombe à moins de 1% pour les enfants d'ouvriers agricoles. Ces écarts massifs montrent que la réussite scolaire n'est pas distribuée de façon aléatoire, mais reflète une inégalité structurelle liée à la transmission du capital culturel et symbolique. Ainsi, Bourdieu rend visible ses thèses par des statistiques. Du fait que la réussite scolaire dépend principalement du capital culturel hérité, et de la propension à investir dans le système scolaire, on comprend que la part des élèves issus des fractions les plus riches en capital culturel est d'autant plus grande dans une institution scolaire que celle-ci est située plus haut dans la hiérarchie proprement scolaire des institutions d'enseignement.
Dans ses travaux les plus tardifs, il souligne une montée en importance du capital économique et propose une réévaluation des formes de domination dans le champ du pouvoir et de la reproduction des élites. Le renforcement des directions financières et commerciales par rapport aux directions techniques a entraîné une réévaluation des titres et des institutions conduisant à ces positions. Sciences Po ou INA et HEC d'un côté, Polytechnique et les autres écoles d'ingénieurs de l'autre. La grande bourgeoisie parisienne s'est réappropriée les positions dirigeantes dans l'économie et la haute administration de l'État. Ce constat ne prouve absolument pas que les enfants des classes populaires seraient moins intelligents, Bourdieu rejette totalement cette idée. Ça ne prouve pas non plus qu'ils manquent d'ambition, ni même qu'ils sont victimes de discrimination directe. Mais ça ouvre la porte à une analyse plus fine sur les reproductions des inégalités. Pour Bourdieu, l'idée selon laquelle les enfants des classes populaires réussiraient moins bien à l'école parce qu'ils seraient naturellement moins intelligents est non seulement fausse, mais surtout dangereuse. Cette idée sert à naturaliser les inégalités sociales et à légitimer l'ordre établi sous une apparence de neutralité scientifique. En réalité, ce que l'on appelle intelligence scolaire, c'est une disposition transmise par la famille, et même s'il existe des différences individuelles de capacités cognitives, ce qui compte, c'est la manière dont ces différences sont transformées en signes de talent. Parce qu'entre une capacité brute et sa reconnaissance sociale, il y a toujours un travail de construction culturelle. Et donc, les différences cognitives sont traitées socialement et de façon inégalitaire. L'institution scolaire choisit ce qu'elle considère comme valable et reproduit des rapports de domination symbolique pour que le talent devienne une justification sociale. Bon, voilà, là je crois que j'ai dit l'essentiel de la pensée de Bourdieu. La vérité, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là, puisque je crois qu'on a dit le plus important. J'espère que je n'ai pas été trop théorique ni trop lourd, j'ai essayé au maximum de vulgariser sa pensée, mais c'en est pas une que j'ai l'habitude de manipuler, à vrai dire. Enfin bref, maintenant qu'on a vu Bourdieu et la reproduction sociale, on va s'intéresser à une approche complètement différente. Une approche qui ne nie pas l'existence des inégalités, mais qui remet profondément en cause leur cause. Et si je vous disais que votre QI est bien plus déterminant dans votre réussite sociale que le milieu dans lequel vous avez grandi? Je sais pas trop quoi dire. Qu'en d'autres termes, il vaut mieux être pauvre et intelligent plutôt que riche et bête. Et comment on le sait? Eh bien c'est grâce aux travaux de Charles Murray. PTDR? T'es qui? C'est un chercheur américain formé au MIT qui s'est spécialisé dans l'étude des inégalités sociales. Se revendiquant lui-même comme conservateur, ses méthodes de travail mêlent sociologie, statistique et psychologie pour chercher à comprendre les causes profondes de la réussite et de l'échec dans la société moderne. Dans ses travaux et notamment le livre The Bell Curve, il démontre que le QI est plus déterminant que n'importe quel autre facteur dans la réussite socio-économique. Et la méthode est simple, reprendre les données de la NLSY. Mais juste de se baser sur des stats? C'est une enquête américaine qui suit plusieurs milliers d'individus sur plusieurs décennies. Elle rassemble des données très détaillées, résultats aux tests cognitifs, parcours scolaires, emploi, revenus, comportements familiaux, criminalité, et même attitudes sociales de façon générale. En clair, elle permet de suivre les trajectoires de vie de manière longitudinale, à partir du lycée et jusqu'à l'âge adulte. À partir de ces données, Murray va chercher à mesurer dans quelle mesure la réussite dépend du QI comparé à d'autres facteurs comme le milieu social, le niveau d'éducation ou la famille d'origine. Et ces résultats sont clairs, le capital cognitif, c'est-à-dire le niveau d'intelligence mesuré par les tests, est le facteur le plus décisif pour comprendre les trajectoires sociales. Dans son livre, Murray nous donne 3 vérités. 3 vérités difficiles à accepter. La première, c'est que les tests SAT sont en fait des tests de QI. Quoi? Répète. Bon ok, là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un score SAT? C'est pas une notion qu'on a l'habitude d'étudier en France. En fait, un score SAT, c'est un test qu'on passe aux États-Unis, qui est une sorte de baccalauréat. À la différence que le bac est un examen de connaissances, plus proche du contrôle continu ou des épreuves du brevet, mais élargi à la fin du lycée. Le SAT, c'est un peu comme si on passait un test scolaire à la fin du lycée, identique pour tout le pays, qui servirait de base pour entrer à l'université. Je vais vous donner sa définition. C'est un test standardisé, largement utilisé pour les admissions dans les universités aux États-Unis. Il est conçu pour évaluer la préparation académique des étudiants et leurs aptitudes à réussir dans l'enseignement supérieur. Il est découpé en 2 catégories, chacune notée de 200 à 800 points. La première, c'est la partie Reading and Writing, qui évalue la compréhension de texte, la grammaire et la capacité à analyser un passage écrit. La seconde, c'est la partie Maths, qui mesure les compétences en raisonnement logique. Au total,
la moyenne des deux scores doit donner quelque chose entre 400 et 1600 points. En 2004, une étude menée par Frey et Determan a montré que les scores SAT sont fortement corrélés au QI avec un coefficient de 0,82. Autrement dit, le SAT mesure en grande partie les mêmes aptitudes que les tests de QI. Et ce lien ne date pas d'hier. Dès 1926, les premières études avaient déjà mis en évidence une corrélation entre le score SAT et le QI que Murray confirme dans The Bell Curve. Et ces recherches nous montrent une perspective très différente de celle que nous montre Bourdieu dans la reproduction. On découvre que ce ne sont pas les conditions sociales qui déterminent l'entrée à l'université, mais bien le quotient intellectuel. Autrement dit, la réussite ne dépend pas de la culture bourgeoise, mais avant tout des capacités cognitives individuelles. Alors Bourdieu sans doute répondrait que ces parcours atypiques impliquent une dissonance identitaire et un sentiment d'illégitimité, mais tant que ce coût n'est pas quantifié, il reste secondaire face aux données empiriques. Celle de Murray montre que son poids est très faible. En somme, les observations de Bourdieu ne sont pas fausses, mais elles relèvent de l'accessoire. Ce ne sont pas les codes sociaux qui ouvrent les portes de l'élite universitaire, mais bien les capacités cognitives. Quand on regarde les scores des étudiants des grandes universités américaines, les chiffres sont frappants. À partir d'un échantillon de plus de 1000 participants au test, on a pu estimer que le QI moyen des admis dans l'Ivy League est d'environ 117, soit le 88e percentile de la population américaine. Mais ce que les données vous disent pas, c'est que cette polarisation n'a pas toujours été ainsi. Si l'on remonte aux années 30, les universités de l'Ivy League n'étaient pas peuplées des esprits les plus brillants du monde, mais plutôt des enfants des familles les plus aisées et les mieux situées géographiquement. À cette époque, les critères d'admission reposaient davantage sur le statut social et les réseaux familiaux que sur la performance intellectuelle. Murray le montre dans The Bell Curve. En 1930, le QI moyen des élèves de Harvard se situait autour de 115, à peine au-dessus du 75e percentile national. Mais à mesure que l'accès à l'université s'est démocratisé, notamment après 1940, la sélection s'est progressivement déplacée du prestige familial vers la compétence cognitive. Et c'est ce basculement qui explique pourquoi dans les années 60, les grandes universités américaines sont devenues de véritables bastions des hauts QI, concentrant désormais la quasi-totalité des étudiants appartenant au top 1 cognitif du pays, voire même du monde entier. En France, on observe la même évolution, bien que plus tardive. Selon les données du CEREC et de l'INSEE, la proportion d'étudiants issus de milieux les plus favorisés dans les grandes écoles est restée dominante tout au long du XXe siècle. Mais la sélection est devenue plus cognitive que sociale. Dans les années 50, à l'école normale supérieure ou à Polytechnique, à peine 40% des élèves avaient des diplômes du supérieur. Aujourd'hui, on est évidemment à 100%. Mais ce sont surtout les résultats scolaires et les compétences cognitives mesurées par les concours qui déterminent l'accès à ces établissements. L'OCDE, en se basant sur les données PISA, a montré que le top 10% des étudiants représente désormais plus de 70% des admis aux classes prépa. Après que le SAT s'est démocratisé, on a observé une hausse du niveau moyen dans de nombreuses universités de Pennsylvanie. Les nouveaux étudiants étant passés du 75e au 89e percentile entre 1926 et 1964. Et les 14 meilleures écoles américaines ont atteint des sommets. Leurs étudiants appartiennent désormais au 99e percentile de la population. Et les résultats au SAT le confirment, entre 79 et 89, la proportion d'étudiants obtenant plus de 700 au SAT verbal dans les universités les plus compétitives est passée de 32% à 43%, alors que moins de 1% de la population américaine obtient ce score. Désormais, le top 10 des universités reçoit à lui seul 31% de tous les étudiants obtenant un score au-dessus de 700, et Harvard et Yale en accueillent 10% à eux seuls. En clair, les étudiants dépassant 700 au SAT verbal sont 40 fois plus nombreux à Harvard et Yale que dans la population générale. Sur ce graphique, on voit que la population des diplômés se situe à environ un écart type au-dessus de la médiane, tandis que les diplômés de l'Ivy League atteignent environ 1,5 écart type. En 90, la situation a drastiquement évolué par rapport aux années 30. La population ayant un diplôme universitaire est devenue beaucoup plus nombreuse et la quasi-totalité des Américains ayant un QI supérieur à 115 obtiennent un diplôme. Les diplômés des universités de l'Ivy League se situent encore plus haut, en moyenne à 2,8 écart type au-dessus de la médiane, ce qui correspond à une élite cognitive extrêmement restreinte dans la population. Bon, j'entends déjà certains m'expliquer que mes données ne sont pas comparables avec celles de Bourdieu parce qu'elles sont états-uniennes et l'analyse de Bourdieu est française. Certes, le score SAT c'est quelque chose de très spécifique aux États-Unis, mais le QI c'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité et ce qu'on va observer dans la seconde partie, la seconde grande vérité de Charles Murray, est quelque chose de beaucoup plus transférable à la France. On va découvrir comment le QI est un outil de ségrégation sociale. Les scores SAT ne mesurent pas la richesse, ni la culture, ou bien la qualité des écoles, mais bien les capacités cognitives.
Et c'est ça qui change tout. Parce que ce qu'on observe dans les universités n'est pas uniquement observable dans les universités. C'est quelque chose qui est étendable à l'ensemble de la société. Et le QI est un filtre silencieux qui façonne la société moderne. Autrement dit, l'intelligence n'est plus seulement un avantage personnel, c'est aussi une frontière invisible qui sépare les groupes. Le QI joue le rôle le plus déterminant dans la ségrégation sociale. Pourquoi ? C'est simple, les personnes ayant un QI similaire ont tendance à vivre entre elles. Dans les sociétés libérales, on observe des mouvements résidentiels systématiques. Quand les impôts augmentent, quand les loyers montent ou que la criminalité progresse, certaines classes quittent les quartiers et les plus riches et les plus démunis finissent par vivre séparés. Aussi, les jeunes professionnels aisés s'installent dans les quartiers riches, tandis que les classes moyennes et populaires se retrouvent dans des zones moins attractives. Certes, les ouvriers et les cadres n'ont jamais vraiment vécu côte à côte, mais aujourd'hui ces mobilités sont encore plus limitées. Les enfants des classes supérieures fréquentent des écoles où ils côtoient d'autres enfants issus du même type de milieu et sont très peu exposés aux enfants de travailleurs moins qualifiés. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais ce qu'il faut noter, c'est que la variable QI n'apparaît pas dans ces observations. Ce que nous dévoile la ségrégation économique, c'est que les individus de QI similaires se regroupent dans les mêmes environnements, renforçant la séparation cognitive et la reproduction de l'élite intellectuelle. Certains facteurs aggravent fortement la pauvreté, comme le fait d'élever un enfant seul. 36% des Américaines vivant dans cette situation vivent sous le seuil de pauvreté, contre seulement 6% pour les autres familles. Pour rappel, les chiffres que je présente datent des années 90, mais les tendances restent les mêmes aujourd'hui. Mais quand on compare l'impact du statut socio-économique des parents à celui du QI, la différence est nette. La situation économique familiale joue évidemment un rôle, mais le QI est beaucoup plus déterminant. Les données de la NLCY montrent que les enfants ayant grandi dans le flop 5% des pires conditions socio-économiques ont 8 fois plus de risques de vivre sous le seuil de pauvreté une fois à l'âge adulte. En revanche, les personnes blanches ayant un QI dans le flop 5% sont 15 fois plus susceptibles de tomber dans la pauvreté que ceux ayant un QI élevé. Autrement dit, le QI prédit presque 2 fois mieux la probabilité de pauvreté que le milieu social d'origine. D'ailleurs, chez les personnes éduquées et ayant un QI élevé, le risque de tomber dans la pauvreté est pratiquement nul. Les données montrent que la probabilité de vivre sous le seuil de pauvreté chute drastiquement à mesure que le QI augmente. Le statut socio-économique des parents a aussi un effet, puisque vivre dans un SES parental très bas, soit environ 2 écarts types en dessous de la moyenne, correspond à une probabilité de pauvreté d'environ 12 à 15%, tandis qu'un SES très élevé, soit 2 écarts types au-dessus de la moyenne, l'a réduit à environ 5%. Mais cet effet reste très secondaire. Les données de la NLCY montrent que c'est le QI qui joue le rôle principal. Il a un impact plus fort que le milieu d'origine sur la probabilité de pauvreté. Autrement dit, un QI élevé protège bien plus efficacement de la pauvreté qu'un bon statut familial de départ. Ces données mettent clairement au défi celle de Pierre Bourdieu. Elles nous montrent que le QI a un impact bien plus fort que le statut socio-économique des parents dans la réussite future des enfants. Et même que le statut socio-économique des parents a un impact finalement très secondaire sur leur descendance par rapport à leur capacité cognitive. Mais ça va plus loin, les capacités cognitives touchent toutes les strates de la société, y compris les relations amoureuses. C'est simple, les gens ayant un QI proche ont tendance à se marier entre eux. Il existe en effet une corrélation nette entre le QI des conjoints, généralement comprise entre 0,4 et 0,6, ce qui est à peu près aussi fort que la corrélation observée entre frères et sœurs. Arthur Jensen dans The G-Factor confirmait déjà ce phénomène à l'époque. Il avait lui aussi démontré que les individus s'associaient souvent à des personnes qui leur ressemblent cognitivement, en trouvant des corrélations plutôt modérées que le travail de Charles Murray va intensifier. En effet, pour ces données, il se base toujours sur l'enquête de la NLCY, mais aussi sur des travaux du sociologue Robert Mayer de l'Université du Wisconsin, qui confirme empiriquement cette évolution. Et pourquoi on peut parler d'évolution? C'est simple. Par exemple, si l'on prend les données de Harvard, en combinant celles sur le QI, les scores SAT et l'héritabilité, on peut estimer que dans les années 30, ceux qui se sont mariés aux diplômés de Radcliffe auraient eu des enfants avec un QI moyen d'environ 114, soit au 84e percentile. Et ça signifie que seuls 6% de leurs enfants auraient eu un QI insuffisant pour accéder à l'université. Un seuil fixé statistiquement à un QI de 100 qui permet de suivre un cursus universitaire mais avec certaines difficultés. Si on se concentre sur Harvard toujours, en 1965, le niveau monte encore. En conséquence, le QI moyen attendu de leurs enfants atteindrait environ 125, se situant au 95e percentile.
et seuls 2% d'entre eux seraient en dessous du seuil de niveau requis pour entrer à l'université. En parallèle, la ségrégation cognitive s'est accentuée. Entre les années 40 et 1987, la proportion de mariages entre diplômés et non diplômés est tombée de 44% à 35%. Cette baisse va de pair avec l'élévation continue du niveau moyen des étudiants admis à l'université. Ce phénomène s'explique par un changement dans la manière dont les individus se rencontrent. Robert Maire le démontre, dans les sociétés modernes, leurs espaces de socialisation rassemblent surtout des personnes à haut potentiel cognitif. L'effet est donc cumulatif. Plus le QI est élevé, plus la probabilité de rencontrer un conjoint au QI similaire augmente. Pour résumer, que ce soit dans leur mariage, leurs études ou leurs emplois, les individus à haut QI vivent de plus en plus entre eux, renforçant la séparation intellectuelle et sociale au sein de la société. Ça, c'était pour la deuxième vérité difficile à accepter que Charles Murray nous expose. Et la troisième, vous allez le voir, est sûrement celle qui secoue le plus notre idéal de société. Il nous démontre qu'être intelligent rapporte gros, et la corollaire de ça, c'est qu'être idiot coûte cher. Le QI joue un rôle essentiel dans le monde du travail. Si bien qu'en 71, la Cour suprême américaine a interdit aux employeurs d'utiliser les tests de QI pour recruter, estimant qu'ils pouvaient avoir un effet discriminatoire. Pourtant, cette décision n'a en rien effacé une réalité qui est que le QI est fortement corrélé à la productivité au travail. Certaines professions exigent des niveaux cognitifs précis et on observe des corrélations entre le QI et les métiers allant généralement de 0,2 à 0,6. Ainsi, plus un emploi demande de planification, de résolution de problèmes ou de prise de décision, plus cette corrélation est forte. Si on regarde la relation entre éducation, employabilité et revenus, les chiffres sont clairs. Plus un individu étudie longtemps, plus son revenu annuel moyen est élevé. Comme le montre le graphique de The Bell Curve, on voit une corrélation positive entre les années d'éducation et le revenu avec un coefficient de R égale 0,33. À ce niveau, on dit que la corrélation est modérée. En gros, l'éducation explique des choses, mais pas tout. C'est pour ça qu'on a décidé de creuser le sujet et des méta-analyses des années 80 ont permis d'affiner ces résultats. En regroupant plusieurs études, on a découvert que les corrélations entre QI et performance professionnelle étaient beaucoup plus fortes qu'on ne le pensait. Aujourd'hui, elles tendent vers 0,4 et certaines professions dépassent ce seuil. Une réanalyse menée par John Hunter a trouvé une corrélation de 0,53 pour les métiers de management et de 0,46 pour les métiers artisanaux. Autrement dit, les individus à haut QI produisent un travail significativement meilleur, quelle que soit la nature de leur métier. En clair, la loi a beau interdire de le mesurer directement, le QI reste l'un des facteurs les plus prédictifs de la performance professionnelle et donc de la réussite économique. Parlons maintenant de la performance au travail. Ce dont on a besoin, c'est de gens qui réfléchissent, de gens qui sont intelligents. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par performance au travail? En fait, c'est la capacité d'un employé à accomplir efficacement les tâches associées à son poste. Ça regroupe à la fois des indicateurs objectifs comme les résultats et des évaluations subjectives, par exemple les appréciations données par les managers. En pratique, elle englobe 3 dimensions principales: la performance, les comportements professionnels et les résultats mesurables. Et comment ça marche quand on regarde ces résultats et qu'on les compare avec le QI? Selon la méta-analyse de 425 études réalisées par Hunter & Hunter pour le US Labor Department, les scores GATB sont un excellent indicateur de la performance et du succès professionnel, en particulier pour les emplois de haute complexité. Pour ces postes, la corrélation entre QI et performance atteint 0,56 pour les évaluations de compétences et même 0,65 pour la réussite à la formation. En revanche, pour les métiers moins exigeants sur le plan cognitif, la corrélation reste notable autour de 0,23, mais elle est beaucoup plus faible. En d'autres termes, et comme on pourrait s'y attendre, plus un emploi requiert des prises de décision complexes, plus le QI devient déterminant. Les résultats montrent que les tests cognitifs sont le meilleur prédicteur de performance, avec une validité moyenne de 0,53. À titre de comparaison, les données biographiques atteignent une validité de 0,37. Les contrôles de référence, 0,26. L'éducation, 0,22. Les entretiens d'embauche, 0,14. Les notes universitaires, 0,11. Et l'âge, 0,01. En se fiant aux résultats de cette analyse, on découvre que les notes universitaires ne sont responsables que de 11% de la performance au travail. C'est-à-dire que 89% de cette performance est expliquée par des facteurs externes aux notes obtenues à l'université. En bref, aucun autre indicateur n'approche la fiabilité des tests cognitifs pour prédire la performance au travail. De plus, les simulations des chercheurs montrent qu'utiliser un test ayant une validité de 0,6 peut entraîner une hausse significative de la productivité, surtout quand on recrute beaucoup de candidats pour un même poste. A l'inverse, quand la validité d'un test est faible, les gains de productivité restent minimes.
Plus le nombre de postes à pourvoir est important, plus l'impact du QI sur la productivité globale devient évident. Et cette performance, comme on peut s'en douter, a un impact sur le salaire. De la même manière qu'il y a eu une inflation cognitive dans les universités, après la Seconde Guerre mondiale, les salaires des métiers intellectuels et techniques ont connu une hausse spectaculaire. Au contraire des métiers peu qualifiés qui sont restés stables. À partir des années 50, les revenus des ingénieurs ont commencé à grimper rapidement, creusant un écart net avec le secteur manufacturier. Alors il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cette tendance, notamment l'essor industriel et technologique durant la guerre froide avec la course à l'espace, et tout simplement l'essor industriel des États-Unis durant la période. De l'autre côté, plusieurs facteurs permettent d'expliquer pourquoi les salaires des emplois peu qualifiés n'ont pas suivi cette progression. La première, c'est la mécanisation qui a remplacé une partie de la main-d'œuvre, et la seconde, c'est l'immigration de masse peu qualifiée qui a exercé une pression à la baisse sur les salaires. Les données de la NLSY montrent clairement que l'éducation et l'intelligence contribuent toutes deux aux revenus, mais de manière distincte. Et les capacités cognitives mesurées par le QI apportent une contribution propre et mesurable. Mais ce qui est le plus notable, c'est que les individus à haut QI tirent bien plus de profit de l'éducation que les autres. Les bénéfices économiques de l'école et des diplômes vont majoritairement à ceux dont le niveau cognitif est élevé. Ce phénomène renforce les inégalités économiques directement liées au QI. Le revenu des hauts QI augmente alors que celui des bas QI stagne, même à niveau de diplôme égal. En 89, parmi les professions à QI élevé, les individus au-dessus du 90e percentile de l'intelligence gagnaient en moyenne 977 $ par semaine, contre 697 $ pour ceux qui sont situés au plus bas sur l'échelle du QI, soit plus de 14 000 $ de différence par an. D'ailleurs, les professions à haut QI sont pratiquement absentes des tranches de salaire inférieures à 600 $ par semaine, là où se concentre la majorité de la population active. En essayant de mettre à jour ces résultats pour 2025, j'ai trouvé pour les hauts QI un salaire de 2400 $ par semaine. Pour l'échelle plus basse, on tombe à 1700 $ par semaine, ce qui fait une différence annuelle de 36 000 $ par an. Ce décalage a contribué à figer la mobilité sociale. L'ascenseur s'est ralenti, voire complètement arrêté. Malheureusement, les corrélations récentes entre le statut socio-économique du père et celui du fils se situent autour de 0,5, ce qui est un niveau très élevé pour une société qui est censée valoriser la méritocratie. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que les Américains occupent désormais la position qui correspond à leur capacité dans la hiérarchie sociale. Concrètement, un enfant issu d'une famille appartenant aux 5% les plus pauvres n'a qu'une chance sur 20 d'atteindre le top 5% des revenus au cours de sa vie. C'est très maigre, mais on peut se demander quel est le facteur qui pèse le plus dans la pauvreté. Est-ce que c'est le milieu social ou les capacités cognitives? Là encore, les données de la NLSY sont claires. Chez les enfants blancs scolarisés en 89, ceux issus des familles les plus pauvres ont 24% de chances de vivre dans la pauvreté à l'âge adulte. Mais les individus situés dans le flop 5% de la distribution des QI ont quant à eux 30% de chances d'être pauvres. En gros, le statut social des parents compte, c'est un facteur réel, mais son influence est nettement inférieure à celle du QI. La pauvreté n'est pas seulement une question d'origine, elle est d'abord une question de capital cognitif. Ce dont on a besoin, c'est de gens qui réfléchissent, de gens qui sont intelligents. Toutes ces données nous ont permis d'établir que le QI et le salaire sont fortement corrélés. Mais il y a une autre corrélation qui est intéressante, c'est celle entre le QI et l'employabilité. Depuis les années 50, les personnes sans diplôme ont rencontré davantage de difficultés pour accéder à l'emploi. En 83, environ 86% d'entre eux occupaient un travail, et en 92, ils ne sont plus que 66%. Et le pire, c'est la situation des jeunes qui ne cesse de se détériorer avec le temps. Les données de la NLSY confirment un lien clair entre QI et emploi. Les individus à haut QI sont nettement sous-représentés parmi les Américains blancs n'ayant pas travaillé pendant au moins un mois en 1989. Tout ça, bien sûr, hors congé. A l'inverse, les individus ayant les QI les plus faibles sont fortement surreprésentés dans cette catégorie. En d'autres termes, plus le QI est bas, plus le risque de période d'inactivité augmente. Cependant, il existe un cas particulier intéressant, c'est celui des jeunes issus de familles aisées qui quittent temporairement le monde du travail. Chez eux, le statut socio-économique des parents joue un rôle protecteur, mais il favorise aussi une forme de désengagement professionnel temporaire, probablement lié au confort matériel. Ces données excluent les hommes engagés dans l'armée, les étudiants et les personnes inaptes au travail. On constatera malgré tout que les jeunes issus de classes favorisées peuvent se permettre de prioriser leur développement personnel ou de préparer leur avenir à long terme, sans la pression de devoir subvenir immédiatement à leurs besoins économiques. Là encore, le QI reste le facteur déterminant dans la stabilité de l'emploi. Le statut social agit comme un amortisseur, il permet aux plus privilégiés de s'éloigner temporairement du travail sans en subir les conséquences économiques. Lorsqu'on observe le QI des employés, les écarts sont nets. C'est simple, si on regarde les hommes qui ont travaillé toute l'année en 89 sans pause, ils sont largement sous-représentés parmi ceux ayant les scores de QI les plus faibles.
Seuls 17% d'entre eux appartiennent aux 20% inférieurs en intelligence. Autrement dit, plus le QI diminue, plus la probabilité d'avoir un emploi stable et continu s'effondre. A l'inverse, les hommes ayant un QI supérieur à la moyenne sont surreprésentés parmi ceux qui ont travaillé toute l'année sans coupure. Et on voit bien que la distribution est progressive. À chaque décile de QI plus élevé correspond une légère hausse de la probabilité de présence à temps plein. À partir du 7e décile, soit environ 106 de QI, la proportion d'hommes employés toute l'année dépasse les 12%, jusqu'à atteindre un sommet dans le 10e décile, qui tourne autour de 119 de QI, où elle avoisine les 15%. Ces chiffres prouvent que l'intelligence cognitive est un facteur clé d'accès à l'emploi stable. Quand on a un haut QI, on est plus susceptible de maintenir une activité continue, ce qui reflète à la fois nos compétences, notre adaptabilité et notre valeur perçue par les employeurs. Mais que dire des sans-emploi ? Pour Bourdieu, le chômage est une violence symbolique. Dans La misère du monde en 93, il décrit le chômage comme une forme moderne d'exclusion. Le chômeur est d'abord privé de revenus et ensuite d'une existence sociale légitime. Sa position devient un stigmate. Elle provoque la honte, l'isolement, la dépression et traduit une perte de reconnaissance symbolique. Et pourtant, du point de vue empirique, les données de la NLSY montrent un profil très différent. Parmi les hommes en âge de travailler, en bonne santé mais n'ayant exercé aucune activité professionnelle en 89, une très large majorité d'entre eux, soit 64%, appartiennent aux 20% des plus bas QI de la distribution. Le premier décile, inférieur à 81 de QI, regroupe à lui seul plus d'un tiers de cette population inactive. Cette présence décroît fortement à mesure que le niveau cognitif augmente. Au-delà du 5e décile, soit environ 98 de QI, la proportion d'hommes aptes mais inactifs devient quasi nulle. Comme on le voit, la répartition est asymétrique. Les individus à haut QI sont presque tous intégrés au marché du travail, tandis que ceux dont le QI est faible sont massivement surreprésentés parmi les exclus. La médiane du QI des hommes en âge de travailler en bonne santé mais sans emploi en 89 est de 84. Et 50% d'entre eux appartiennent au premier décile. Cette donnée confirme que l'inactivité durable n'est pas seulement un effet du contexte économique, mais qu'elle est profondément liée au niveau cognitif, bien plus qu'à la position sociale héritée. Maintenant qu'on a parlé de la relation entre QI et chômage, on va évoquer celle qui existe entre QI et pauvreté. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 89 toujours, près de 48% des personnes pauvres aux États-Unis appartiennent au flop 20% de la distribution. Le premier décile de la distribution, dont la médiane est à 74, concentre à lui seul 30% des personnes pauvres, soit 3 fois plus que ce qu'on devrait observer si la pauvreté était distribuée uniformément dans la population. Le deuxième décile n'est pas en reste. Il comprend les QI entre 81 et 87, avec une médiane à 84, et ajoute encore 18% d'entre eux. En cumulant jusqu'au 5e décile, on atteint environ 80% de la population pauvre. La courbe cumulative monte très vite dans les premiers déciles, puis se stabilise, ce qui veut dire qu'il y a très peu de personnes pauvres dans les QI supérieurs à la moyenne. Et si ce n'était aucunement lié au QI, chaque décile regrouperait 10% des pauvres. Ce graphique montre une idée centrale. Les différences cognitives expliquent une grande partie des inégalités sociales. Et dans le 10e décile, dont la médiane est à 126, la pauvreté est presque inexistante. En clair, près de la moitié des personnes pauvres ont un QI inférieur à 87. Et les individus à QI élevé sont pratiquement absents des statistiques de pauvreté. Et la dernière vérité dérangeante de Charles Murray, c'est que notre société est basée sur un modèle cognitif. Tout, absolument tout, l'école, le travail, les revenus, la stabilité familiale, le civisme, la criminalité, est structuré autour des capacités cognitives. Ce que démontre The Bell Curve, c'est que l'intelligence est une charpente invisible qui organise la hiérarchie sociale moderne. Et quand on comprend ça, tout devient cohérent. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. L'indicateur des valeurs de la classe moyenne, ou MCV, sert à mesurer dans quelle mesure une personne adhère aux normes traditionnelles de la classe moyenne américaine. C'est un indicateur binaire qui attribue un oui ou un non selon plusieurs critères précis. Pour obtenir un score positif lorsqu'il a été mesuré dans The Bell Curve, il fallait avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avant 90. Et aussi, il fallait être resté dans la population active tout au long de l'année 89, sans jamais avoir été incarcéré. Pour les femmes, être encore mariée à leur premier époux. Si un de ces critères n'était pas rempli, la personne recevait tout simplement un non. Et bien sûr, certaines catégories ont été exclues avant même le début de l'analyse. Il s'agit des individus physiquement incapables de travailler ou d'aller à l'école, ainsi que les personnes jamais mariées, puisque le statut marital faisait partie intégrante de la mesure. Ce qui est intéressant, c'est que cet indice ne repose pas sur le revenu ni sur la réussite économique.
Un homme sans emploi qui cherche du travail peut obtenir un score positif puisqu'il est considéré comme faisant partie de la population active. Une femme peut également y parvenir même en recevant des aides sociales du moment qu'elle restait mariée. L'idée du MCV, c'est qu'il ne cherche pas à mesurer la richesse, mais plutôt l'adhésion à un ensemble de comportements et de valeurs associés à la classe moyenne. Il mesure 3 grands points: la stabilité familiale, le respect des lois et une certaine éthique du travail. On constate que le QI a un impact plus important que le statut socio-économique dans la probabilité de répondre oui au test de la MCV. Selon les résultats issus de la NLSY en 1979, à QI élevé égal autour de 120, plus de 70% des individus obtiennent un score oui au MCV, contre seulement 30% environ pour ceux dont le QI se situe autour de 90. Et même moins de 10% pour les QI inférieurs à 75. En revanche, quand on contrôle le statut socio-économique, la différence est beaucoup plus faible. À niveau social équivalent, le taux de réponse de oui varie de 5 à 10 points de pourcentage seulement. En clair, quand on observe les modèles de régression présentés dans The Bell Curve, le QI explique environ 2 fois plus de variance dans le score MCV que le milieu social d'origine. C'est bien le capital cognitif qui détermine l'adhésion aux valeurs de la classe moyenne. Si l'on interprète l'indice MCV à travers la théorie de Bourdieu, on pourrait dire que la stabilité sociale des classes moyennes et supérieures vient de la transmission invisible de l'habitus, et que le capital culturel hérité des parents masque les inégalités d'origine en les transformant en mérite. L'école, de son côté, renforce cette illusion en sélectionnant des élèves selon les mêmes codes. Ici, pourtant, la réalité est davantage cognitiviste que sociale. Le QI, en tant que reflet du facteur G, est un mécanisme neutre permettant de prédire des comportements compatibles avec la stabilité sociale, quelle que soit l'origine sociale ou ethnique. Autrement dit, ce ne sont pas les classes sociales qui produisent leurs valeurs, mais les individus cognitivement capables de s'y conformer, indépendamment du milieu d'où ils viennent. Les résultats de cet indice sont un tacle à la gorge à Bourdieu qui invalide ses théories de la reproduction sociale des classes en prouvant cette fois la reproduction des comportements liés à une compétence cognitive. On pourrait dire que finalement tout est une question d'éducation, mais évidemment, le QI est aussi déterminant dans l'éducation que donnent les parents. Il est un facteur décisif dans la qualité de l'éducation parentale et dans le développement cognitif des enfants. Bien avant que les études modernes ne le confirment, les premières recherches sur les différences éducatives entre classes sociales menées dès 1936 montrait déjà que la manière d'éduquer variait selon le niveau intellectuel et professionnel des parents. Les classes ouvrières privilégiaient des ordres directs et des sanctions physiques, tandis que les classes moyennes utilisaient davantage des méthodes abstraites, incitant au raisonnement et à la réflexion. Un sociologue du nom de Melvin Cohn a approfondi ces différences en étudiant les liens entre la nature du travail exercé par les parents et leurs pratiques éducatives. Il a observé que les milieux ouvriers, habitués à des tâches routinières et hiérarchisées, valorisent le respect de l'autorité parentale, tandis que les classes moyennes, exposées à des emplois plus autonomes, encouragent la conformité aux normes sociales et à la réflexion personnelle. Ces schémas se retrouvent dans plusieurs pays, confirmant que les valeurs éducatives sont étroitement liées au niveau cognitif et au type d'activité professionnelle. L'anthropologue Shirley Brices illustre ce phénomène dans son étude comparant 2 communautés blanches des Carolines. La première étant Rhodeville, issue de la classe ouvrière, et Getaway, issu de la classe moyenne. Ce qu'elle découvre, c'est que dans les familles issues de Getaway, les parents stimulent activement la curiosité intellectuelle de leurs enfants. Ils posent des questions ouvertes, ils encouragent la réflexion, ils corrigent les erreurs avec bienveillance et développent le langage abstrait. Et l'ensemble de ces pratiques forment littéralement à la réussite scolaire et aux tests cognitifs. A l'inverse, dans les familles de Rhodeville, les échanges sont plus autoritaires et prescriptifs. C'est fais ceci, ne fais pas cela sans explication ni discussion. Les enfants y développent donc moins de raisonnement abstrait et de confiance intellectuelle. Ainsi, les parents élevés dans des environnements cognitifs stimulants montrent des capacités de raisonnement, d'imagination et de réflexion critique nettement supérieures, indépendamment du revenu familial. Mais lorsque l'on parle de bonne ou de mauvaise éducation, il faut distinguer les contextes. Une bonne éducation se définit par la capacité du parent à créer un environnement émotionnellement sûr, qui favorise le développement global de l'enfant. A l'inverse, les formes de mauvaise éducation, qu'elles soient liées à la violence ou à la négligence, sont souvent associées à des carences cognitives parentales. Que ce soit la NLSY ou des organismes comme l'American Human Association, on trouve que la majorité des familles concernées par des abus ou des négligences graves présentent un niveau d'éducation faible et des QI maternels bas, les deux étant tout à fait corrélés.
Par exemple, si on regarde une étude portant sur 58 enfants d'âge préscolaire souffrant de malnutrition, le QI moyen des mères était de 81. D'autres travaux montrent que les parents ayant un raisonnement cognitif faible tendent à être plus autoritaires indépendamment de leur niveau d'éducation. Et même, l'incohérence éducative, par des règles contradictoires, est présente dans plus de 90% des cas de maltraitance sévère selon Leontine Young. Ces constats s'accordent avec les données de la NLSY selon lesquelles le QI maternel est un prédicteur clé de la qualité de l'environnement familial, qui est mesuré par l'indice Home. Home qui est un acronyme pour Home Observation for Measurement of the Environment. Les enfants de mères à faible QI et vivant dans la pauvreté ont 26% de chances d'être dans le décile le plus bas de cet indice, contre 11% pour ceux dont les mères ont un QI moyen. Même si le statut économique de la mère influence les conditions matérielles, le QI reste là encore le facteur le plus fort et le plus indépendant. Quand la mère cumule pauvreté, dépendance aux aides sociales et un faible QI autour de 70, le risque d'un environnement éducatif défavorisé atteint 34%. A l'inverse, chez les diplômés du lycée, les enfants de mères appartenant au deuxième centile du QI ont 15% de chance d'être dans le bas de l'indice Home, contre seulement 5% pour celles situées au 98e centile. En clair, le QI parental détermine bien plus que le reste la qualité de l'éducation reçue par l'enfant. Le statut social peut améliorer ou amortir certains effets, mais il n'en change pas la cause première. La capacité cognitive parentale façonne directement l'environnement éducatif et la réussite ou l'échec des générations futures. Les données qu'on a présentées relèvent un lien constant et massif entre QI maternel et conditions de vie, de santé et d'éducation des enfants. En 90, près d'un tiers des enfants vivant avec une mère divorcée ou séparée ont une mère qui appartient au flop 20% de la distribution du QI. Le premier décile concentre à lui seul 15% des cas. Et le deuxième en ajoute un peu plus pour un total de 31%. En présentant une courbe cumulative, comme vous voyez à l'écran, elle montre que 80% des enfants proviennent des mères situées dans la moitié inférieure de la distribution cognitive. Le QI moyen de ces mères étant de 93, soit un niveau sensiblement inférieur à la moyenne nationale. Pour les bébés nés en sous-poids, on constate que la moitié d'entre eux sont issus de mères se situant dans le flop 20% de la distribution du QI. Le premier décile sous les 80 de QI représente 27% des cas. Le deuxième environ 18%, totalisant 45% des naissances concernées. Et le QI de ces mères se situe à 89, soit 11 points en dessous de la moyenne nationale. Ce qui suggère que la santé néonatale est directement influencée par le niveau cognitif maternel, bien avant même que des facteurs économiques ou éducatifs n'entrent en jeu. Et c'est exactement la même chose qu'on observe chez les enfants nés dans les pires environnements familiaux. Près de la moitié de ceux qui ont grandi dans le premier décile de l'indice Home ont une mère appartenant au flop 20% des QI. Le premier décile est à 35% des cas, le deuxième prend 20% supplémentaires, soit environ 56 pour ces deux groupes seulement. Et le QI médian de ces mères se situe cette fois-ci à 86, 14 points en dessous de la moyenne nationale. À mesure que le QI augmente, la probabilité d'un environnement familial pauvre diminue jusqu'à devenir marginale à partir du 5e décile, environ 98. Et bien sûr, ça a aussi des conséquences sur les enfants nés dans la pauvreté. Près de 2 tiers de ceux qui ont vécu dans cette situation au cours des 3 premières années de leur vie ont une mère issue du flop 20% en intelligence. Là encore, le premier décile est ultra dominant avec 36% des cas. Le deuxième, 27%, totalisant quand même 63%. Le QI médian de ces mères, dont les enfants grandissent dans la pauvreté, est seulement de 84. Cette concentration montre que la pauvreté infantile n'est pas distribuée au hasard. Elle est structurellement liée au niveau cognitif maternel. Ce lien s'étend également à la santé cognitive et émotionnelle des enfants. Parmi ceux ayant les pires scores de scolarité de 1 à 2 ans, 49% ont une mère dans le flop 20% du QI, la moyenne étant à 88. Pour les enfants présentant des difficultés de comportement, 40% ont une mère dans le flop 20%. Idem concernant les déficits moteurs et sociaux jusqu'à 47 mois. 38% des enfants ont une mère à QI très faible. Et enfin, parmi les enfants de 4 à 11 ans présentant des problèmes comportementaux, 42% d'entre eux ont une mère dans le flop 20%. Tous ces chiffres nous montrent un constat clair, le QI maternel est le facteur le plus déterminant à la fois du bien-être, de la stabilité et du développement des enfants. Personne ne nie que les conditions sociales ou économiques modifient les effets à la marge, mais c'est d'abord la capacité cognitive parentale qui structure, génération après génération, les trajectoires familiales et sociales. Le QI a également un impact primordial sur le civisme. Le civisme, qui désigne l'ensemble des comportements et des valeurs qui témoignent du respect des lois et des règles de la vie en société. Il suppose une participation active et responsable à la société, que ce soit par le vote,
l'engagement politique ou simplement le respect d'autrui. C'est simple, sans civisme, une société libre doit compenser par la coercition ce que la conscience citoyenne ne produit plus d'elle-même. Les recherches montrent que les enfants les plus brillants, quel que soit leur milieu social, développent beaucoup plus tôt une compréhension du fonctionnement politique et des institutions. Ils lisent davantage sur le sujet, en discutent plus souvent et s'engagent plus facilement dans des activités dites civiques. Avec l'âge, l'écart entre les enfants à haut QI et ceux à faible QI s'élargit nettement, tandis que les différences liées au statut social restent relativement stables. Chez les adultes, on considère souvent que c'est la classe sociale qui détermine la participation politique. Et c'est vrai que les classes supérieures votent davantage, mais quand on regarde les données de plus près, on voit que les capacités cognitives sont en réalité un facteur au moins aussi fort, sinon plus décisif. Il existe une étude majeure sur le sujet, menée en 1960 sur 12 000 enfants, qui a mesuré le développement politique et social en fonction du QI et du statut socio-économique des parents. Comme d'habitude, on constate que les enfants à haut QI, quel que soit leur milieu social, comprennent mieux les mécanismes politiques que les enfants à QI faible, même quand ils sont issus de milieux aisés. En 67, Sidney Verba et Norman Nee ont mené une étude de référence sur la participation citoyenne. Après avoir interrogé des milliers d'Américains sur leur activité politique, ils ont classé la population en 6 niveaux, du totalement inactif au totalement actif. Le statut socio-économique a une influence, mais les écarts de participation sont accentués chez les individus à QI faible. Les plus instruits, qui sont aussi le plus souvent les plus intelligents, participent beaucoup plus. Non pas parce qu'ils comprennent mieux les enjeux, mais parce qu'ils perçoivent le vote comme un devoir civique rationnel et non comme une simple formalité. D'autres études montrent que l'éducation a un fort impact sur le vote. Celle de Raymond Wolfinger et de Stephen Rosenstone montre qu'obtenir un diplôme universitaire augmente la probabilité de voter de près de 40 points de pourcentage, toutes choses égales par ailleurs. Et même parmi les hauts revenus, le fait d'être diplômé du supérieur accroît encore cette probabilité de 34 points. En somme, les individus les plus éduqués développent une sophistication politique plus grande. De fait, ils s'informent davantage et votent avec une conscience civique plus développée. Aussi, ils perçoivent la politique en termes d'intérêt collectif plutôt que personnel et rejettent les attitudes fatalistes, du type « voter ne changera rien ». La participation civique est avant tout une affaire de capital cognitif. Le QI conditionne la compréhension des enjeux et la capacité à raisonner sur des idées abstraites et la motivation à s'impliquer dans la vie publique. 3 piliers essentiels d'une démocratie fonctionnelle. On a aussi plein d'autres corrélations intéressantes, comme celle entre le QI et l'abandon des études. Lorsqu'on se penche sur la question de l'abandon scolaire, le constat est sans appel. Environ 2/3 des décrocheurs du lycée se trouvent dans le flop 20% de la distribution. En gros, une personne dont le QI est inférieur à 81 présente un risque très élevé de quitter le système scolaire avant l'obtention du diplôme, tandis que ce risque chute rapidement dès qu'on dépasse ce seuil. La corrélation entre QI et persévérance scolaire est particulièrement forte. Elle nous montre que les politiques éducatives doivent intégrer la dimension cognitive pour être plus efficaces contre le décrochage. Ignorer cette variable revient à passer à côté d'une cause structurelle majeure de l'échec scolaire. Bourdieu, lui, l'ignore complètement et il explique ce phénomène autrement. Son analyse s'arrête à la culture, celle qui est valorisée par l'école et acquise dès l'enfance dans les classes cultivées. Et seul l'habitus est un facteur déterminant dans l'abandon des études. Mais quand on se penche sur les données empiriques, elles remettent clairement en question l'explication culturelle. Et quand on compare l'effet du QI et celui de l'origine sociale, c'est comme d'habitude l'effet du QI qui gagne. Il prédit beaucoup mieux la réussite scolaire que le milieu d'origine. À QI égal, les enfants des milieux pauvres réussissent aussi bien que ceux des milieux favorisés, tandis que les enfants favorisés à faible QI échouent davantage. Bien sûr, le QI n'est pas un destin absolu. Environ 60% des QI inférieurs à 90 terminent quand même leurs études, et 45% de ceux qui sont en dessous de 75 obtiennent quand même leur diplôme du lycée. En revanche, il faut quand même faire face à cette réalité. Quand on a un QI très faible, la vie est plus difficile, notamment dans l'obtention des diplômes. La probabilité d'arrêter l'école chez les QI très bas, soit 2 écarts types en dessous de la moyenne, atteint 60%, alors qu'elle tombe presque à 0 quand le QI est supérieur à 2 écarts types au-dessus de la moyenne, soit environ 130. Concrètement, si on compare au statut socio-économique parental, l'effet est beaucoup plus modéré. Un SES très bas, soit 2 écarts types en dessous, si on doit prendre les mêmes mesures, correspond à une probabilité d'abandon d'environ 15 à 20%. Tandis qu'un SES très élevé, 2 écarts types au-dessus de la moyenne, l'a réduit de 5 à 10% seulement. C'est nettement inférieur aux trajectoires qu'on observe avec le QI. Autrement dit, le QI pèse 3 à 4 fois plus que le milieu social d'origine dans la prédiction de l'abandon scolaire. Et pour finir, les données de la NLSY nous montrent une corrélation nette entre QI et criminalité. Ces données sont sans ambiguïté, la criminalité est fortement corrélée au QI.
bien plus qu'au statut socio-économique ou à l'origine sociale. Dans les chiffres présentés sur The Bell Curve, les hommes blancs n'ayant jamais eu de contact avec le système judiciaire présentent un QI moyen de 106, le plus élevé du tableau. Ce chiffre diminue régulièrement à mesure que l'implication dans le système judiciaire s'intensifie, en allant de 103 pour ceux qui ont été arrêtés sans être inculpés et seulement 93 pour les individus ayant purgé une peine en institution correctionnelle. Cette dégradation progressive montre qu'il y a un lien direct entre faible capacité cognitive et risque d'implication criminelle. Les individus à bas QI ayant plus de mal à maîtriser leurs impulsions ou à comprendre les codes sociaux et juridiques. À noter que la criminalité est aussi très majoritairement masculine. 83% des délinquants identifiés dans la NLSY sont des hommes, mais c'est seulement 5 à 7% de la population qui consentent à eux seuls près de la moitié des arrestations. Et quand on compare les effets du QI et du SES parental, la criminalité nous donne des résultats clairs. Le QI prédit beaucoup mieux l'arrestation, la condamnation et la récidive. Le SES, une fois le QI contrôlé, n'a quasiment plus d'effet. Dans l'échantillon de la NLSY entre 79 et 90, le statut social des parents a une influence quasi nulle sur la propension à commettre des crimes, tandis que le QI reste fortement prédictif. Toutefois, les jeunes hommes issus de familles brisées sont également plus impliqués dans des comportements délinquants. Et 46% d'entre eux ont déjà été arrêtés, contre 32% chez les autres. Mais ici encore, ces écarts reflètent surtout le niveau cognitif moyen de ces sous-groupes. Comme on l'a vu, les familles instables sont plus souvent issues des bas déciles du QI, et donc transmettent moins bien de capital cognitif et social, augmentant mécaniquement le risque de comportement déviant. Pour Bourdieu, et si j'essaye de ne pas paraphraser, la délinquance est une révolte symbolique. Ce sont les individus exclus injustement du système qui chercheraient à trouver une forme de reconnaissance par la transgression. Il parle lui-même de résistance à l'imposition de la légitimité. Mais les données de la NLSY sont beaucoup plus froides et renversent cette interprétation. C'est bien le déficit cognitif, bien plus que la révolte sociale, qui explique la criminalité. Et c'est pour ça que 60% des hommes incarcérés proviennent du quintile inférieur du QI, contre moins de 5% pour le quintile supérieur. La criminalité n'est donc pas une révolte contre le système, mais le résultat prévisible d'une faible capacité cognitive à comprendre et à intérioriser les normes sociales. Le QI étant le meilleur prédicteur connu à la tendance criminelle, et non la pauvreté, le milieu social ou l'éducation. Si, bien sûr, on exclut des datas les criminels au col blanc. À ce stade, on a montré quelque chose d'essentiel. Dans la société moderne, c'est d'abord le QI qui fait le tri bien avant le milieu d'origine, et ce dans tous les domaines les plus importants de la vie en société. Seulement voilà, démontrer que le QI est le facteur numéro 1 de la réussite, ce n'est pas encore expliquer d'où viennent ces différences. Un bourdieusien convaincu répondrait que le QI n'est que l'effet de la reproduction sociale, et que si les classes se maintiennent, c'est parce que l'école et la culture dominante fabriquent les écarts cognitifs. Il faut donc qu'on parle de Robert Plomin. Là où Murray ne fait que montrer l'effet du QI, il en relève la cause et c'est radical. Ce ne sont pas les classes sociales qui produisent les différences de QI, mais les différences de QI qui produisent les classes sociales. Et ces différences de QI entre les individus sont d'ordre génétique. Avec Plomin, on découvre que le moteur réel de la reproduction, ce n'est pas le capital culturel, mais le génome. L'environnementalisme, l'idée que nous sommes ce que nous apprenons a été le point de vue dominant en psychologie pendant des décennies. Les facteurs environnementaux les plus importants comme la famille ou l'école ne représentent que 5% des différences individuelles. La génétique, quant à elle, représente 50% des différences psychologiques. Voici 2 citations de Robert Plomin. Pourquoi dit-il ça? Parce que ce que l'on attribue spontanément à l'environnement est quasiment toujours, en réalité, façonné par la génétique. Les comportements parentaux que l'on interprète comme des influences éducatives autonomes sont en fait des réponses aux dispositions génétiques des parents et à celles de leurs enfants. Pendant une grande partie du XXe siècle, on a considéré que les traits psychologiques étaient entièrement produits par l'environnement et surtout par la famille. Cette hypothèse vient d'un héritage freudien né d'une observation intuitive. Les traits psychologiques semblent courir dans les familles. Mais ce raisonnement omet que les membres d'une même famille partagent une part importante de leur patrimoine génétique. Si enfants et parents se ressemblent psychologiquement, ça s'explique sans évoquer un environnement familial tout-puissant, simplement parce qu'ils partagent la moitié de leurs gènes. Et c'est ce facteur X qu'a essayé d'identifier Robert Plomin tout au long de sa vie. On parle souvent de génétique comme d'une abstraction, alors qu'en réalité c'est quelque chose de très concret, et surtout extrêmement riche en informations. Le génome humain contient environ 3 milliards de paires de bases d'ADN, réparties dans chaque cellule de notre corps. Entre 2 individus pris au hasard, la différence génétique moyenne est d'environ 0,1%. Ça peut sembler dérisoire, mais ça représente environ 3 millions de paires de bases différentes.
C'est précisément dans ces millions de variations que se joue la diversité humaine. Au sein d'une même famille, on partage 50% de l'ADN. Mais les 50% qui diffèrent suffisent largement à produire des différences marquées entre frères et sœurs. Le point le plus essentiel, c'est que l'ADN est constant. Il ne change pas au cours d'une vie, à part avec des accidents majeurs. Il est universel, présent dans toutes nos cellules, unique à chacun, et surtout prédictif. Il permet d'anticiper des traits dès la naissance. J'ai attendu 30 ans avant d'écrire comment l'ADN façonne notre personnalité. Mon excuse pour ne pas l'avoir publié plus tôt est qu'il fallait multiplier les recherches pour attester de l'importance de la génétique et que j'étais trop occupé à les mener. Mais avec le recul, ces atermoiements ont une autre raison qu'il me faut confesser, la lâcheté. Cela pourrait sembler incroyable aujourd'hui, mais il y a 30 ans, il était dangereux sur le plan professionnel d'étudier les origines génétiques des différences comportementales entre individus et d'en parler dans des revues scientifiques. Effectivement, Robert Plomin a connu certaines difficultés au début de sa carrière. Ces difficultés n'étaient pas d'ordre empirique ou technique, mais plutôt de niveau moral. En effet, il n'a pas eu de problème à démontrer son point, mais le discours ambiant ne faisait pas bonne grâce à la génétique. C'est pour ça qu'au cours de sa vie, il a multiplié les études, multiplié les échantillons, et aujourd'hui, on peut dire assurément que son travail fait consensus. Dans l'opinion publique, cette réalité génétique reste très largement contre-intuitive. Il cite d'ailleurs une enquête menée en 2017 au Royaume-Uni auprès de 5000 jeunes adultes, à qui l'on demandait d'estimer la part de génétique dans 14 traits différents, allant de maladies comme le cancer du sein à des traits de personnalité. Le résultat est très clair, les répondants surestiment massivement le rôle des gènes pour les maladies médicales, perçues comme biologiques, mais sous-estiment fortement le rôle pour les traits psychologiques, qu'ils continuent à attribuer majoritairement à l'environnement. Autrement dit, plus un trait touche à quelque chose de personnel, plus l'opinion publique tend à nier son ancrage génétique, exactement à l'inverse de ce que montrent les données empiriques en génétique comportementale. Aujourd'hui, le constat est sans appel, il n'existe plus aucun trait psychologique connu sans influence génétique mesurable. Que ce soit la schizophrénie, l'autisme, les TDAH, les troubles de l'humeur, la personnalité, l'intelligence, tous sont substantiellement influencés par les gènes. En réalité, montrer que tel ou tel trait psychologique est héritable n'a plus rien d'intéressant, car tout le sont. Que je ne puisse citer le moindre trait psychologique qui ne soit pas influencé par la génétique prouve à quel point les choses ont pu changer depuis l'environnementalisme triomphant du siècle dernier. Il y a un terme qu'on va retrouver souvent, il s'agit de l'héritabilité. Elle mesure la part des différences entre individus qui s'expliquent par leurs différences génétiques héréditaires. Elle ne dit pas ce qui est génétique chez une personne, mais pourquoi les individus diffèrent entre eux. Plomin insiste sur un point clé, la génétique comportementale est l'un des domaines les plus reproductibles de la psychologie. Son objet central n'est pas la moyenne d'une espèce, mais la variance entre individus. C'est ce qui fait nos différences. Et pour les établir empiriquement, on s'appuie sur deux grandes méthodes classiques. La première, c'est les études d'adoption qui permettent de comparer les enfants adoptés à leurs parents biologiques et à leurs parents adoptifs. La deuxième, c'est les études de jumeaux, qui comparent des jumeaux monozygotes, qui partagent l'intégralité de leur génome, à des jumeaux dizygotes, qui partagent la moitié de leur génome, élevés dans le même foyer. On retrouve systématiquement environ 50% d'héritabilité pour les grands traits psychologiques, avec des niveaux de significativité extrêmes et des p-values records. Ici, pas de découverte fragile à la limite du seuil statistique, les effets sont massifs, cumulés et stables, ce qui confère à des conclusions d'une solidité empirique rare en psychologie. Pour mesurer concrètement le poids de l'inné et de l'acquis, le meilleur test de l'influence de l'environnement familial consiste à étudier les frères et sœurs environnementaux. Si l'éducation familiale joue un rôle central, alors les enfants adoptés devraient ressembler davantage aux parents qui les élèvent qu'à ceux qui leur ont transmis leurs gènes. Les études d'adoption permettent précisément ce test. Si, comme on dit, une caractéristique court dans une famille, alors les enfants adoptés devraient ressembler à leurs parents adoptifs. Or, ce n'est pas du tout ce que montrent les données. Historiquement, c'est le début des années 70 qui a constitué l'opportunité scientifique la plus exceptionnelle pour les généticiens du comportement. À l'époque, les adoptions atteignent un pic record aux États-Unis à cause de l'explosion des naissances hors mariage, le faible usage de la pilule chez les femmes célibataires et l'interdiction puis l'accès limité à l'avortement, même après Roe v. Wade. Le tout dans un contexte culturel qui stigmatisait fortement les mères seules. De nombreux enfants sont adoptés dès la naissance et une politique de non-contact est établie avec les parents biologiques. Ces enfants étaient placés dans des familles soigneusement sélectionnées, même religion, même niveau d'éducation, statut socio-économique proche, afin d'assurer ce qu'on appelait une continuité apparente. Et cette procédure crée en réalité une quasi-expérience naturelle idéale qui permet que les enfants grandissent dans un environnement familial stable, sans lien génétique avec les adultes qui les élèvent.
C'est dans ce contexte que naît le Colorado Adoption Project à Boulder. Plomin y collabore avec des agences locales qui placent chaque année plusieurs centaines de nouveau-nés. Les mères biologiques sont testées avant l'accouchement sur leurs capacités cognitives, leur personnalité, leur santé mentale et leur niveau scolaire notamment. Quant aux enfants, ils sont suivis pendant des années dans leur famille adoptive avec des mesures régulières du QI, du comportement et tout un tas d'autres faits du développement psychologique. Alors, est-ce que les enfants ressemblent davantage à ceux qui les élèvent ou à ceux qui leur ont transmis leur ADN ? La réponse est sans ambiguïté. En grandissant, les enfants adoptés ressemblent de plus en plus à leurs parents biologiques et de moins en moins à leurs parents adoptifs. Et cette ressemblance augmente avec l'âge, signe que l'expression génétique devient progressivement dominante. Pour rappel, ils n'ont pas de lien avec leurs parents génétiques. Ces résultats prouvent que même lorsque l'environnement éducatif est soigneusement choisi et favorable, l'ADN reste le facteur principal expliquant les différences psychologiques entre les individus. Ces travaux sont une démonstration empirique que la famille joue un rôle secondaire contrairement à ce que l'on a longtemps cru. Là, il faut bien se dire qu'on n'est pas face à quelques expériences isolées, mais face à des études longitudinales d'une grande échelle menées sur des dizaines de milliers d'individus, suivis pendant des années, dès la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte. Certaines courent encore aujourd'hui. Les cohortes qui sont mobilisées sont énormes. Il y a plus de 55 millions d'items mesurés avec des évaluations répétées à différents âges. Cette masse de données permet de tester non pas des effets ponctuels, mais des régularités profondes. Et le cœur de la démonstration repose sur la comparaison entre jumeaux monozygotes et jumeaux dizygotes. Les premiers, on l'a vu, partagent tout leur ADN. Les seconds, en revanche, partagent la moitié, comme de simples frères et sœurs. L'idée, c'est que lorsqu'un trait est influencé par la génétique, les jumeaux monozygotes vont se ressembler nettement plus que les dizygotes, y compris lorsqu'ils grandissent dans un même foyer. C'est exactement ce que montrent les données. Pour l'exemple du QI, les corrélations sont systématiquement beaucoup plus élevées chez les monozygotes que chez les dizygotes, ce qui est un signe d'un effet génétique massif. Dans le cas de l'adoption, les corrélations restent élevées. Même lorsque les jumeaux identiques sont élevés dans des environnements différents, l'hypothèse environnementale s'effondre. Même si on parle des États-Unis, ces résultats ne reposent pas sur une génération ou un pays en particulier. Les mêmes ordres de grandeur apparaissent à différents âges, avec différentes batteries de tests, et dans des contextes complètement différents. En gros, plus les enfants grandissent, plus l'influence génétique sur les différences cognitives augmente, tandis que l'effet de l'environnement familial partagé s'amenuise. Ce point est central parce que si la famille façonnait durablement les trajectoires psychologiques, on devrait observer une convergence entre enfants élevés ensemble. Ça a à voir avec quoi? Avec l'éducation. Or, c'est l'inverse qui se produit. Et même entre parents adoptifs et enfants adoptés, il n'y a quasiment aucune corrélation au niveau du QI. Pour l'intelligence, l'héritabilité est d'environ 50% en moyenne, mais elle atteint 60% à l'adolescence et monte jusqu'à 80% à l'âge adulte. Plus on vieillit, plus les différences de QI entre individus reflètent des différences génétiques plutôt que leur environnement familial. Pour les comportements antisociaux et la criminalité, les études de jumeaux et d'adoption convergent vers une héritabilité comprise entre 40% et 60%. L'environnement familial partagé expliquant très peu la variance une fois le QI pris en compte. Concernant le civisme, on retrouve une héritabilité plus modérée, mais robuste, de l'ordre de 30 à 50% selon ce qu'on essaye d'évaluer. Ce qui signifie que même ces comportements perçus comme culturels ou moraux montrent une large composante génétique. Là aussi, l'environnement partagé explique rarement plus de 5 à 10% des différences individuelles. Ces travaux viennent soutenir directement et empiriquement les conclusions de Charles Murray. Là où Plomin montre que les différences cognitives sont majoritairement génétiques, Murray montre qu'elles structurent la société moderne. Pour faire simple, Plomin explique l'origine des différences et Murray en décrit les conséquences sociales. Ensemble, ces travaux invalident frontalement les hypothèses de Bourdieu. La reproduction sociale n'est pas d'abord le produit de la transmission du capital, mais la conséquence mécanique de la reproduction des capacités cognitives largement génétiques. Les mécanismes bourdieusiens ne dérivent pas mieux que des effets secondaires, des mises en forme institutionnelles ou symboliques d'inégalités qui sont déjà là. Ils constituent ni leur cause, ni leur principal moteur. Une fois le QI et la génétique au cœur de l'analyse, la reproduction sociale devient un phénomène biologique amplifié par les institutions et non une injustice créée par le système contre les dominés. Mais on peut aller plus loin et on va donner un exemple intéressant avec le divorce et vous allez comprendre que l'explication bourdieusienne devient très difficile.
Les données en génétique comportementale montrent que le risque de divorce chez les enfants est bien plus fortement corrélé au divorce des parents biologiques qu'à celui des parents adoptifs, y compris sous politique de non-contact. Dans ce cas, même quand l'intégralité de l'environnement partagé est fournie par les parents adoptifs, ce sont les parents biologiques, donc les gènes, qui prédisent le mieux la trajectoire conjugale future. C'est un non-sens théorique total des théories de Bourdieu. Sa grille d'analyse repose précisément sur l'idée que les comportements sociaux comme le mariage sont produits par l'habitus. Or ici, l'habitus transmis par les parents adoptifs ne produit pas l'effet attendu, tandis que les parents biologiques, pourtant absents et complètement inconnus, le produisent. Les adeptes de Bourdieu n'ont pas de mécanisme conceptuel pour expliquer qu'un comportement aussi central que le divorce soit prédit par des personnes qui n'ont transmis ni capital culturel, ni capital social, ni cadre éducatif. Lorsqu'il parle du divorce, Bourdieu l'interprète comme un produit de tension de classe et de précarité économique. Mais ces explications s'effondrent dès qu'on observe que deux individus soumis aux mêmes contraintes sociales n'ont pas les mêmes probabilités de divorce, tandis que deux individus génétiquement apparentés mais socialement séparés les partagent. Les données de Plomin rendent l'explication environnementale complètement absurde. Elles montrent que la stabilité conjugale relève d'abord de traits psychologiques héritables comme l'impulsivité, la stabilité émotionnelle, la capacité de projection ou le contrôle comportemental, que Bourdieu refuse explicitement de prendre en compte. Quand on parle d'environnement, on pense souvent qu'il est distinct de la génétique. Pourtant, c'est pas vraiment le cas. Notre environnement est lui aussi façonné par la génétique. L'idée centrale, c'est que l'inné façonne l'acquis, et non l'inverse. En fait, même ce qu'on appelle l'environnement non partagé est en grande partie le produit de la génétique. J'en parle depuis tout à l'heure, mais je suis pas revenu sur les définitions. L'environnement partagé, c'est simple. C'est tout ce que les enfants d'une même famille ont en commun. Donc c'est le logement, les parents, le niveau social, les règles éducatives, et souvent la même école. L'environnement non partagé, c'est différent. C'est tout ce qui différencie des enfants élevés sous le même toit. Chaque enfant vit des expériences qui lui sont propres, donc il a des amis différents, des relations spécifiques avec chaque parent, des événements de vie uniques, des activités sportives, culturelles, qui diffèrent de ses frères et sœurs. Bref, prenons l'exemple classique de la lecture. Un adulte dira souvent « J'aime lire parce que mes parents m'ont transmis le goût des livres ». Mais en creusant, on observe que le goût de la lecture est fortement lié à des dispositions génétiques, comme un QI plus élevé, de la curiosité cognitive ou une capacité d'attention soutenue, chacun de ces traits étant héritable à au moins 50%. Un enfant avec ces dispositions va spontanément lire davantage et y prendre plus de plaisir, puis sélectionner activement un environnement littéraire à l'âge adulte en développant des loisirs intellectuels. A l'inverse, un enfant sans ces dispositions, même exposé au même livre, n'en fera rien d'intéressant. Les études de jumeaux montrent que les mesures dites environnementales ont elles-mêmes une héritabilité allant de 20 à 40%, ce qui signifie qu'elles reflètent en partie les gènes de ceux qui les vivent. Ce n'est pas l'environnement qui crée le goût de la lecture, c'est le profil génétique qui conduit certains individus à créer cet environnement, et cela est valable pour l'ensemble de nos goûts. Ce que Bourdieu interprète comme une simple transmission culturelle est chez Plomin une corrélation génotype-environnement où l'ADN agit de façon durable. L'influence de l'environnement partagé par les enfants fréquentant les mêmes établissements et grandissant dans la même famille n'explique que 20% de la variance des résultats scolaires et moins de 10% de la réussite universitaire. Les écarts scolaires entre enfants s'expliquent d'abord par leurs différences génétiques bien plus que par l'école qu'ils fréquentent. En ce sens, les politiques qui misent tout sur l'effet établissement ou la mixité sociale surestiment lourdement le rôle structurel de l'école et sous-estiment la variabilité biologique entre les élèves. Les données britanniques à ce sujet sont parlantes. Même dans un système très différencié, public, privé, le type d'établissement explique rarement plus de 10% de la variance des résultats, alors que l'héritabilité des performances académiques à 16 ans atteint 60%. Une nouvelle fois, on voit que ce sont les caractéristiques propres aux élèves qui pèsent le plus. D'ailleurs, les jumeaux envoyés dans des écoles différentes obtiennent des résultats très similaires, ce qui montre que les enfants font l'école bien plus que l'école ne fait les enfants. Une étude britannique montre que le score Ofsted d'une école n'explique environ que 2% des notes au GCSE, tandis que les scores polygéniques des élèves expliquent jusqu'à 13% de cette variance. Ces 13% n'expliquent pas tout le potentiel génétique, mais seulement ce que l'on peut mesurer aujourd'hui à partir d'une fraction des variants génétiques connus. Malgré cette limite, ce score prédit déjà davantage la réussite scolaire que la qualité de l'établissement. L'un des résultats les plus dérangeants pour la psychologie classique, c'est que l'environnement familial partagé n'explique quasiment rien des différences durables entre individus. Pendant des décennies, on a pensé que grandir dans le même foyer façonnait profondément les trajectoires individuelles, sans se rendre compte que la ressemblance familiale vient des gènes, pas du fait de vivre ensemble.
Les enfants adoptés vivant sous le même toit présentent une corrélation d'environ 0,25 à 8 ans, puis 0 à l'âge adulte. Autrement dit, l'effet du foyer s'effondre avec le temps, tandis que l'héritabilité augmente. Plomin résume ça d'une manière très crue: nous serions tout aussi semblables à nos parents si on avait été adoptés. Les seules exceptions concernent des traits très normatifs, comme les croyances religieuses et politiques, et la réussite scolaire avant 16 ans. Et là encore, ça ne touche que 10 à 20% de la variance. Tout le reste est largement dominé par la génétique et l'environnement non partagé, qui on l'a vu est lui-même façonné par la génétique. Les grandes méta-analyses modernes, comme celle de Paul Derman en 2015, portant sur plus de 2700 études et près de 5 millions de jumeaux, confirment ce résultat. L'environnement partagé explique moins de 10% de la variance et est souvent proche de zéro. Les parents ne sont pas des menuisiers qui fabriquent leurs enfants en fonction de leurs désirs. Ce qu'ils partagent surtout avec leurs enfants, ce sont leurs gènes et c'est là que se joue l'essentiel. Ce qui structure les trajectoires, ce n'est pas la reproduction sociale, mais les capacités cognitives qui sont majoritairement génétiques. Et on l'a vu, ce QI prédit la réussite scolaire, la stabilité professionnelle, le revenu, le civisme, la criminalité ou encore la dépendance aux aides sociales et bien d'autres phénomènes sociaux. L'environnement, quant à lui, ne fait qu'amplifier ou freiner ces différences préexistantes entre individus, mais il n'en est pas la source. Même ce que l'on croit social est largement corrélé aux gènes, tandis que l'environnement partagé explique très peu les différences entre individus. De leur côté, les données rassemblées dans The Bell Curve décrivent empiriquement les conséquences sociales de ces différences cognitives. Et pris ensemble, ces résultats invalident le cœur de la thèse de Bourdieu. La société ne produit pas principalement des positions sociales par la transmission culturelle, mais elle trie sur une base cognitive largement héritée. Le QI n'est pas le produit des dominations, il en est le générateur. Et sa cause n'est pas environnementale, elle est génétique. Avec toutes ces découvertes, les théories de Bourdieu commencent à poser problème. Et le fait de constater ça nous fait nous poser des questions qui dépassent les résultats eux-mêmes. Toute théorie scientifique qui prétend expliquer le monde social doit à un moment accepter d'être mise à l'épreuve des faits. On parle de falsifiabilité. C'est simple, une théorie est scientifique si elle est falsifiable. C'est-à-dire si l'on peut imaginer des observations empiriques qui, en principe, pourraient la contredire. Par exemple, la théorie de la gravité est falsifiable en soi. Il suffit de contredire la loi universelle de la gravitation d'Isaac Newton par une expérience qui invalide cette loi. C'est d'ailleurs une tâche que mènent des équipes de chercheurs dans le monde pour faire avancer la science. En revanche, une théorie qui explique tout mais qui ne peut jamais être prise en défaut ne relève plus de la science, mais d'une autre discipline. Ça peut être de la philosophie, de la politique, mais en tout cas là on n'est plus dans la science dure. Ce critère, c'est pas un détail, il sert précisément à distinguer une explication robuste d'un récit invérifiable. Pierre Bourdieu ne dit pas explicitement que sa théorie de la reproduction sociale est indémontrable. Sa solution est à la fois plus subtile et plus problématique. Il affirme que la sociologie ne peut pas être évaluée selon les critères classiques des sciences expérimentales, et donc que les objections empiriques sont elles-mêmes socialement situées et qu'une contradiction factuelle peut toujours être réinterprétée comme un effet de champ, de l'habitus ou d'une domination symbolique. En gros, la sociologie repose sur une architecture théorique qui neutralise par avance toute possibilité de réfutation. Dans une science au sens fort, une hypothèse s'expose à l'épreuve des faits, elle accepte le risque d'être contredite. Or, dans le cadre bourdieusien, les faits empiriques ne jouent jamais ce rôle de juge. Ce problème de non-réfutabilité apparaît nettement quand on place ces théories devant les études de la génétique comportementale et les données de The Bell Curve. Si la reproduction sociale passe avant tout par le milieu, alors les trajectoires sociales des enfants devraient suivre celles des parents qui les élèvent. Or, ce sont les parents biologiques qui prédisent le mieux les trajectoires. De la même manière, les données de la NLSY mettent en évidence que le QI prédit plus fortement la réussite scolaire, la stabilité professionnelle, le civisme ou même la criminalité que le statut socio-économique des parents. Un ensemble de données que la théorie de la reproduction sociale est incapable d'intégrer autrement qu'en les disqualifiant a priori comme des effets de domination symbolique. Et le pire, c'est que, dans les faits, lorsqu'un individu échappe à sa position sociale, lorsqu'un enfant de milieu modeste réussit, ou de façon plus générale lorsqu'un mécanisme de reproduction ne se vérifie pas, ces observations ne mettent pas la théorie en difficulté. Elles sont réintégrées automatiquement comme des effets secondaires du système. La théorie fonctionne alors en circuit fermé, elle explique tout, y compris ce qui semble la contredire. Son cadre théorique est construit de telle sorte à ce qu'aucun résultat scientifique ne puisse l'invalider. Mais là, j'ai une question qui s'impose naturellement. Si moi, un simple lambda, j'ai trouvé contradictoire que Bourdieu ne réponde pas aux données de la génétique comportementale, alors il est difficile de croire que Pierre Bourdieu n'y ait jamais été confronté. Je m'explique.
Il a donné des centaines de conférences, il a dialogué avec des chercheurs du monde entier et traversé plusieurs décennies de débats intellectuels à une époque où les études de jumeaux et d'adoption existaient déjà et étaient parfaitement connues en psychologie. Il est donc hautement improbable que personne ne lui ait jamais suggéré une voie simple pour tester ses hypothèses. Quelqu'un lui a forcément suggéré un jour de comparer des individus partageant un environnement sans partager les gènes, ou partageant les gènes sans partager l'environnement. En supposant qu'on lui ait suggéré ces méthodes, Bourdieu aurait refusé cette possibilité de mise à l'épreuve, en choisissant de déclarer sa sociologie comme non confrontable aux critères de réfutation classiques. Ce geste en dit long, il transforme une théorie tout à fait testable en un système complètement protégé. Son silence sur les données issues des études de jumeaux et d'adoption ne relève pas de l'oubli, mais d'un choix stratégique. Un choix qui vise à préserver la cohérence idéologique du système au détriment de sa véracité scientifique. Bourdieu a dominé le champ intellectuel à une époque pré-internet où la circulation mondiale des études scientifiques était lente et filtrée par des frontières disciplinaires et linguistiques. Dans ce contexte bien pratique, les grandes études de jumeaux et d'adoption, menées aux États-Unis et en Europe du Nord, avaient peu d'écho en France, et encore moins dans la sociologie. Et c'est ce même contexte qui lui a permis d'éviter un affrontement direct avec des résultats empiriques pourtant déjà disponibles sans avoir à les réfuter. Pierre Bourdieu a bénéficié d'un angle mort où il pouvait ignorer la génétique comportementale sans en payer le coût scientifique. Après la Seconde Guerre mondiale, toute référence à l'hérédité biologique des capacités humaines est discréditée en Europe en raison de son association avec le racisme et l'eugénisme. Cette condamnation est renforcée au niveau international par des institutions comme l'UNESCO qui promeuvent une vision égalitariste et culturaliste de l'être humain, insistant sur le rôle décisif de l'environnement, de l'éducation et des structures sociales dans la formation des individus. Expliquer les différences humaines par l'inné devient suspect par principe, tandis que les explications environnementales et sociologiques acquièrent une légitimité quasi automatique. Dans ce climat, la sociologie connaît un essor massif en France, activement soutenu par l'État, qui voit en cette discipline un outil de correction des inégalités sociales. Entre 1945 et 1970, les financements publics, la création de chaires universitaires, des revues spécialisées et même des laboratoires consacrent la sociologie comme discipline centrale. A l'inverse, les approches biologiques sont censurées et on expose leurs auteurs à des campagnes de disqualification morale. L'exemple clé est celui d'Arthur Jensen. En 1969, il publie un article qui ne fait que synthétiser des résultats déjà bien établis à l'époque sur l'héritabilité du QI et les limites des politiques éducatives compensatoires. Il subit alors une campagne de disqualification sans précédent, pétitions, tentatives de blocage de ses cours, pression institutionnelle, accusations publiques de racisme, alors même que ses travaux reposaient sur des données empiriques issues des études de jumeaux et d'adoption. Dans ce contexte profondément asymétrique, la théorie de la reproduction sociale n'apparaît pas comme une hypothèse parmi d'autres. Elle devient la solution intellectuellement acceptable à un problème que l'époque refuse de poser en termes biologiques. Ce déséquilibre explique en grande partie pourquoi la sociologie critique a pu s'imposer durablement sans confrontation sérieuse avec des données issues de la génétique comportementale, pourtant déjà disponibles. La force de la théorie ne tient pas seulement à ses concepts sociologiques, mais aussi à sa fonction morale dans les sociétés contemporaines. En effet, elle propose une grille de lecture où les inégalités ne peuvent jamais être attribuées aux individus eux-mêmes, mais toujours à des mécanismes invisibles qui les dépassent. Ainsi, l'échec devient une injustice, tandis que la réussite devient suspecte par principe. Et c'est plutôt rassurant pour l'ego. Si quelqu'un réussit, ce n'est jamais parce qu'il est plus capable, mais parce qu'il a bénéficié d'avantages cachés, incorporés et surtout illégitimes. En vérité, c'est presque une théorie du complot, même si ça n'en a pas l'intention au départ. Ce schéma répond au besoin naturel de juger moralement une société. Contrairement à la morale chrétienne, on ne parle plus de faute personnelle, mais plutôt de domination. Le péché devient le privilège et le salut devient la réparation symbolique. On peut faire ce parallèle parce que dans cette théorie, le vocabulaire est certes scientifique, mais la structure est morale. On a d'un côté les dominés qui sont absous et les dominants qui sont présumés coupables, et toute réussite appelle à une dénonciation préalable. Et ça va même plus loin, la reproduction sociale ne profite pas seulement aux dominés puisqu'elle offre aussi aux dominants un puissant mécanisme de déculpabilisation et de signalement moral. En adhérant publiquement à l'idée que leur réussite est illégitime, voire injuste, les membres des classes favorisées peuvent conserver leur position tout en affichant leurs vertus. Ils ne sont plus des bénéficiaires d'un ordre illégal, mais des individus lucides, conscients de leurs privilèges. Cette posture permet de résoudre la tension morale intérieure qui est de jouir d'avantages matériels, culturels et symboliques, tout en se percevant comme moralement irréprochable. La dénonciation du système devient alors une forme de capital symbolique supplémentaire, un marqueur de distinction éthique qui transforme la culpabilité en supériorité morale.
Cette idéologie innocente les dominés en niant toute responsabilité individuelle, et elle absout les dominants en leur offrant la possibilité de condamner un système dont ils continuent pourtant d'en tirer les bénéfices. Ce cadre est psychologiquement et socialement très rassurant. Il évite d'avoir à affronter l'idée profondément inconfortable que les inégalités puissent découler de différences de capacité entre individus. Il permet de préserver l'estime de soi collective en transformant les hiérarchies sociales en scandales moraux plutôt qu'en faits à expliquer. Mais c'est aussi ce qui rend cette théorie résistante aux objections empiriques. Les données qui contredisent le récit ne sont pas simplement fausses, elles deviennent moralement inacceptables. On comprend alors mieux pourquoi les travaux mettant en évidence le rôle des capacités cognitives ou de la génétique suscitent autant de rejets. Ils ne menacent pas seulement une explication sociologique, mais tout un récit moral qui permet de penser une société sans avoir à regarder en face les différences individuelles. Et c'est cette fonction morale implicite qui explique à la fois le succès institutionnel de la reproduction sociale et son refus de se confronter à des résultats empiriques invalidants.